Bonjour Dan. Bonjour. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 72e cycle d'investigation Griffasie. Tu ne connais pas le sujet de cette semaine, n'est-ce pas? Non. Très bien. Alors je vais te proposer de t'installer confortablement. Voilà, sens-toi à l'aise. Tu peux t'appuyer, enfin il faut que tu puisses te sentir, voilà, que tu puisses vraiment te relâcher complètement. C'est Tu bon. vas commencer, c'est bon? Alors très bien. Ouais. Tu vas commencer par prendre une profonde inspiration par la bouche, très profonde, comme si l'air rentrait par tes pieds, remontait le long de tout ton corps jusqu'au sommet de ton crâne. Et puis tu relâches cet air par la bouche également, très profondément, comme si tu voulais complètement te vider, jusqu'au bout. Très bien. Une deuxième fois. Voilà, très très bien. Et puis tu relâches cet air complètement. Voilà. Tu vas continuer de respirer par le nez maintenant. À chaque respiration, tu sens l'oxygène pénétrer toutes les cellules de ton corps, des pieds à la tête. Et tu souffles et tu laisses l'oxygène sortir. Et en même temps, tu chasses toutes les pensées parasites. Tu chasses éventuellement tous les ressentis, toutes les fréquences désagréables qu'il peut y avoir à l'intérieur de ton corps. Et tu te reconnectes complètement à toi, à ton intériorité, dans ton espace personnel. Tu vas simplement écouter ma voix qui t'accompagne en comptant à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre est un palier et à chaque palier prononcé, tu vas sentir ton corps s'enfoncer, devenir de plus en plus lourd et se détendre profondément. Voilà, tu n'as rien d'autre à faire que te détendre. 10. Et tu sens tout ton corps maintenant qui se détend de plus en plus à chaque respiration. Tu sens ton corps devenir de plus en plus lourd à chaque parole que je prononce. 9. Tu sens cette lourdeur envahir tes pieds qui s'enfonce dans le matelas, lourd. 8. Cette lourdeur envahit tes jambes. Tu les sens qui deviennent lourdes, de plus en plus lourdes. 7. Et tu sens cette lourdeur atteindre ton bassin. Tu sens ton bassin lourd, totalement relâché. Il s'enfonce profondément, lentement. 6. À partir de maintenant, n'importe quel bruit, n'importe quel mouvement autour de toi t'aide à t'enfoncer davantage.
5. Ton dos se détend et s'enfonce lourd, de plus en plus lourd. 4. Ton ventre s'enfonce lentement, complètement relâché, agréablement. 3. Ta poitrine, tes épaules s'enfoncent de plus en plus lourd. Tu sens aussi tes bras et tes mains qui se détendent, complètement relâchés. Tous tes muscles détendus. 2. Ta tête et ton cou maintenant se détendent complètement. Tout ton corps est lourd. Tout ton corps complètement détendu. Et 1. Et maintenant, Diane, je vais compter de 1 à 3 et tu seras dans un état parfait pour faire ce travail d'investigation dans ton espace, parfaitement détendu. 1, 2, 3. Comment te sens-tu? Très bien. Alors Diane, maintenant, connecte-toi au terme Pléiade et dis-moi ce que tu peux voir ou ressentir. Je vois un livre. Un livre, oui. Un livre ouvert. Un livre, d'accord. Tu peux regarder ce livre, qu'est-ce que tu vois à la page où est ouvert ce livre? Des choses écrites. Les 2 pages sont remplies de mots. Il n'y a pas de dessin. D'accord. On dirait un vieux livre. Est-ce que dans quelle langue c'est écrit? Est-ce que tu peux distinguer? On dirait de l'anglais. Je dirais de l'anglais. Très bien. Et quand tu es devant ce livre, qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas comment t'expliquer. On dirait un sentiment d'enfance un peu. Un sentiment d'enfance. Ok. De curiosité? Un univers d'enfant. Tu sais, les univers qu'on trouve dans les contes. D'accord. Très bien. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas te retrouver devant les étoiles nommées Pléiades. Et tu me diras ce que tu visualises. 1, 2, 3. Je vois du coup le ciel. Mhm. Comme si j'étais dedans. Pas depuis la terre, mais comme si j'étais dans le ciel. Mhm. Et il y a plein d'étoiles. Il y en a 3 qui ressortent. Oui. Parmi toutes.
et qui font un peu une forme de triangle. D'accord. Est-ce que Elle brille plus que les autres. Elle brille plus que les autres, oui. Est-ce que tu perçois autre chose? Il y a quelque chose derrière de très sombre, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Derrière les étoiles? Derrière le triangle. Ouais. Derrière le triangle, d'accord. Très bien. On dirait une forme de tourbillon ou quelque chose comme ça. D'accord. Question suivante. Combien y a-t-il de Pléiades au total? C'est compliqué. Je vois 3 étoiles qui ressortent beaucoup, comme je t'ai dit. Oui. Tu m'as demandé de me retrouver devant les Pléiades. Je sais pas si ce sont toutes des Pléiades, mais je vois beaucoup d'étoiles autour de moi. Oui. Vraiment beaucoup. D'accord. Laisse Je venir saurais le pas. chiffre. Tu laisses venir une information. Combien y a-t-il de Pléiades au total? Prends l'information. Tu demandes 123. combien? 123. 123. D'accord. Très bien. Question suivante. Y a-t-il de la vie sur les Pléiades? Oui. Oui. Très bien. Alors, quelles formes de vie sont présentes sur les Pléiades? J'avais le mot stellaire. Oui. Est-ce que tu peux développer? Le mot âme. Le mot âme, oui. Les âmes vivantes. Et actives. Oui, ça signifie quoi, des âmes vivantes et actives? Travail. Elles travaillent? Pour quelque chose. Oui. Est-ce que tu peux avoir plus d'informations? Du mot positif. D'accord. Donc pour quelque chose de positif. Oui. D'accord. Alors, question Le suivante. mot bien-être aussi. Le mot bien-être, d'accord. Question suivante. Y a-t-il des formes de vie intelligentes? Oui ou non? Elles le sont toutes. D'accord. Donc c'est oui. Oui, oui, oui. Très bien. Alors, au compte de 3, tu vas te trouver devant une de ces formes de vie intelligentes et tu vas me décrire leur apparence physique. 1, 2, 3. Je les vois comme un petit feu. Tu les vois comme? Une flamme, si tu veux. Comme une flamme, oui. Très, très lumineuse. Oui. Toute petite. Mhm. Et pleine d'énergie, on dirait. Très bien. Alors maintenant, au compte de 3 de nouveau, tu vas me décrire ces intelligences extraterrestres, mais en particulier leurs capacités intellectuelles et énergétiques. 1, 2, 3. Elles sont toutes petites en taille, mais je vois comme un très, très grand corps énergétique autour d'elles. D'accord, décris-moi Comme ce si corps énergétique. c'est comme une énorme bulle dans laquelle elles seraient. Excuse-moi, j'ai pas compris. Une mémoire de? Une énorme bulle. Ah, une énorme Une bulle. énorme bulle, ouais. Ouais, une énorme bulle, d'accord, ouais. Très, très vivante elle aussi. Vraiment très, très grande par rapport à leur taille. On dirait qu'elles ont la capacité de faire énormément de choses. Quel genre de choses, par D'énormément exemple? d'énergie. Elles ont la capacité de faire quoi, par exemple? Je dirais que c'est, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que c'est plutôt des créatrices, des créateurs. Ils Des sont dans la créatrices. création de quelque chose. Ouais, ils créent quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'elles créent? Est-ce que tu peux prendre l'information?
J'avais Demande à voir le bonheur et le bien-être, le bonheur, le bien-être. l'équilibre aussi, D'accord. Ok. l'équilibre interne du système De quel système? solaire. D'accord. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'elle crée le bonheur, le bien-être et l'équilibre pour tout le système solaire. Dans une partie, D'accord. tout repose pas que sur elles, mais elles y contribuent. D'accord. Ok. Autre chose en ce qui concerne leur capacité intellectuelle et énergétique? Je dirais qu'elles sont très curieuses, je pense qu'elles savent faire beaucoup de choses. Elles s'intéressent en tout cas à beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce qui les intéresse alors particulièrement? Les autres vies des autres planètes, des autres endroits. Mhm. Le fait que tu me demandes de leur parler, elles sont très 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 curieuses. D'accord. Très bien. Alors, question suivante. Diane, dans quelle dimension ces intelligences extraterrestres sont-elles par rapport à notre dimension? J'ai eu la 5e. 5e dimension. D'accord. Question suivante. Les planètes de la constellation des Pléiades sont-elles toutes habitées? Non, Non. D'accord. Et combien de ces planètes sont habitées, du coup? Sur les 123 que tu m'as dit, combien sont habitées? 15. 15, d'accord. Alors, justement, on va aller un peu plus précisément. Où et comment les habitants de ces planètes, donc les Pléiadiens, vivent-ils? Où et comment les Pléiadiens vivent-ils? Vivent en société. Oui, c'est-à-dire? Ils habitent ensemble, ils ont pas d'étoiles individuelles, de choses comme ça. Ils ont une étoile commune, Mhm. plusieurs étoiles communes, Oui, sur un système d'entraide, on dirait. d'accord. Mais est-ce qu'ils vivent comme nous dans des villes ou dans des Non, villages? pas du Non? tout. Non? Non. Comment vivent-ils? Simplement, ils sont tous posés sur leur étoile et ça leur suffit. D'accord. Alors, est-ce que les habitants des différentes planètes des Pléiades appartiennent au même peuple? Oui, non ou en Oui, partie? oui, Oui, ils font tous partie du même peuple. oui. Très bien. Y a-t-il quelques différences entre les divers habitants des planètes des Pléiades? Entre les différentes planètes, est-ce qu'il y a quand même des différences entre les habitants? Parce qu'il peut y avoir plusieurs sortes Pas de par rapport Pléiadiens. aux planètes. Pas par Non? rapport aux planètes, mais par rapport à eux, entre eux, chacun a sa spécificité. Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me décrire le type de le type de spécificité qu'ils peuvent avoir? Par exemple, il y en a un qui préférera réparer Mhm. et l'autre concevoir. D'accord. Et chacun va aller là où chacun va réaliser le travail qu'il préfère. Mhm. Une organisation qui se fait comme ça, je crois, Mhm. en fonction des affinités. D'accord. Quand tu me dis il y en a un qui préfère réparer, regarde, qu'est-ce qu'il répare par exemple? Un mini-feu, on dirait. Une Comment? mini-boule d'énergie. Une J'ai pas mini-boule. une mini On boule dirait une d'énergie. petite boule avec une lumière blanche très vive. Je sais pas si c'est de D'accord. l'énergie. Mhm. Et c'est une petite boule qui sert à quoi? Je sais pas, on dirait qu'il l'expédie après, D'accord. hors de l'étoile. Ok. Et s'il la réparait, c'est qu'il y avait un dysfonctionnement. Donc, Oui, c'était quoi le dysfonctionnement? elle était cassée. Elle était cassée. D'accord. Comment est organisée la civilisation pléiadienne? Très simplement. Oui. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de... On dirait que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit nous sur Terre. Mhm.
Ils sont tous... ils n'ont pas de différent entre eux. Oui. Ils sont tous très respectueux, très, très heureux aussi. On dirait qu'ils n'ont pas d'émotions négatives. D'accord. Ils sont toujours... Enfin, je les vois en train de travailler tout simplement et sans problème, il y a une très bonne entente. D'accord. Quand tu me dis je les vois en train de travailler, c'est ces flammes que tu vois là en train de Ouais. travailler? D'accord. À quoi ça ressemble une flamme qui travaille? C'est comme s'ils avaient des petits bras, des petites jambes. Je sais pas si c'est ma Ouais. conscience qui les rajoute. Mhm. Et il y en a du coup qui s'occupent de leur étoile, de la faire briller. Mhm. Il y en a d'autres qui réceptionnent des petites boules, comme je dis tout à l'heure. D'autres Ouais. qui les créent, qui les façonnent à côté sur encore une autre étoile. Et ça ressemble à ça. D'accord. Alors, question suivante. Les Pléiades appartiennent à la constellation du Taureau, connue aussi, enfin, cette constellation est aussi connue avec l'appellation les Sept Sœurs. Et elles sont très connues depuis les temps anciens pour leur rôle dans les mythes et légendes. Elles sont connues depuis les Grecs et même avant. Et elles sont même mentionnées dans la Bible. Quel type de connexion et de relation existe-t-il entre la Terre et les Pléiades? Aucune de plus qu'avec d'autres planètes. D'accord. Mais Tout du est coup, lié, tout ça simplement. ressemble à quoi? Est-ce que tu voudrais savoir ce que les Pléiades apportent à la Terre ou ce que la Terre va chercher Non, chez les Pléiades? est-ce qu'elles ont quel type de relation elles ont? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce qu'il y a de la communication? Si tu veux, les Pléiades, de ce que moi j'en reçois, contribuent à la vie et à l'énergie qu'on a dans tous les systèmes Mhm. solaires. Donc évidemment que la Terre dépend des Pléiades quelque part. Oui. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'échanges particuliers entre les hommes et les Pléiades. C'est plutôt, enfin, ils font leur travail, mais j'ai pas l'impression que les hommes aient cherché forcément à les approcher. Enfin, qu'ils aient réussi en tout cas. Chercher, je ne dis pas, mais réussi. D'accord. Et je pense pas j'ai pas l'impression qu'ils aient réussi à établir un lien avec elles. Ok. Alors là, c'était la dernière question du protocole imposé. Et je vais te poser quelques questions encore qui font partie de la partie libre de cette investigation. Alors j'ai une première question qui est un petit peu technologique, on va dire. Où, en fait, les Pléiades, elles sont nimbées de gaz. Et D'accord. est-ce que tu peux me donner des informations sur ce gaz? Tu vas juste te rapprocher des Pléiades et tu vas prendre l'information sur qu'est-ce que c'est que ce gaz à mon 3. 1, 2, 3. Moi, j'ai eu le mot eau, donc ça n'a rien à voir, j'imagine. Mhm. Je sais pas. Après, oui. En fait, tu m'as dit donc qu'il y avait une vie dans les Pléiades. Et comment font les habitants avec ce gaz? Est-ce qu'ils le métabolisent comme nous l'oxygène? Qu'est-ce C'est ce qui se qui les passe? entretient. Pardon? C'est ce qui les entretient. C'est ce qui entretient leur flamme, j'imagine. Ah oui, c'est ce qui entretient leur flamme. Très bien. Effectivement, oui, d'accord. Euh, Quand on se renseigne sur les Pléiades, il y a toute une, bon, je vais dire pas une mythologie, mais il y a toute une littérature, on va dire, sur les Pléiades et les Pléiadiens, qui sont représentés souvent comme ressemblant à des êtres humains assez allongés. Il y a des hommes, des femmes. D'où vient cette apparence que l'on retrouve comme ça, un peu dans la littérature de science-fiction?
Tels qu'ils se présentent à moi, ils n'ont pas du tout cette apparence-là. Non, oui, justement, ils n'ont pas du tout cette apparence. Donc, est-ce que tu peux chercher Un besoin de l'information? rationaliser les choses, je pense. C'est un besoin de rationaliser. Ok. Un besoin d'avoir des choses qui ressemblent à l'homme. Pour notre propre compréhension, enfin Oui, pour ouais, pouvoir se je rapprocher pense. de nous. Ok. Alors, ce que j'aimerais, c'est que à mon 3, tu vas te connecter, mais dans un premier temps, sans chercher à t'en rapprocher, tu vas juste te connecter à distance avec un Pléiadien, un habitant de cette constellation, mais en restant à distance, d'accord? Mais tu te connectes avec un Pléiadien en particulier qui est disposé à converser avec nous, d'accord? À discuter avec nous. Ok? Oui. Donc à mon 3, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tu es en contact avec... Oui. Oui. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu le vois plus précisément? Sur une étoile à part. Il n'est Sur pas une étoile. avec les autres. Ouais. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il n'est Il s'est pas mis à avec les part autres? Il s'est mis à part. pour discuter. Pour discuter. D'accord. Ok. Comment tu le vois? Je le vois comme les autres, toujours une petite flamme. Mhm. Il n'a pas de visage, mais j'ai le sentiment qu'il est tourné vers moi. Mhm. Il est à l'écoute, en tout cas, il est disponible. Il est disponible. Très bien. Alors, tu vas communiquer. Tu peux te rapprocher maintenant si tu le souhaites. Et tu vas entrer en communication télépathique avec lui, avec cet être. Tu vas d'abord vérifier qu'il s'agit bien d'un Pléiadien. Tu vas prendre l'information ADN et tu vérifies. Oui, c'est bien lui. C'est bien lui. Très bien. Demande-lui comment il s'appelle. Aïe. Comment? Aïe. Aïe. Ouais. D'accord. Très bien. Alors dis-lui bonjour et demande-lui s'il est d'accord pour répondre à quelques questions. Oui. Très bien. Est-ce qu'éventuellement il serait d'accord pour que tu le canalises, ce qui serait plus simple pour la conversation? Oui. Si tu es d'accord toi aussi? Oui. C'est bon pour toi, Diane? Oui. Très bien. Alors Diane, à mon 3, tu me laisses parler directement avec Aïe. 1, 2, 3. Aïe? Oui. Comment ça va? Merci d'accepter de me répondre. Avant que l'on arrive, tu étais occupée à faire quoi? Je réparais des choses. Quel genre de choses? Une énergie. De l'énergie? Ouais, ça c'est un truc qui m'intrigue. Comment ça se fait que l'énergie a besoin d'être réparée? Elle est abîmée. Elle est abîmée par les hommes, elle est abîmée par le temps, elle est abîmée par la zone d'être recyclée, d'être rafraîchie, c'est comme tout. D'accord. C'est un système de cycle. Ok. Et vous êtes nombreux sur ta constellation à s'occuper de réparer l'énergie? Pas tellement parce que on n'est pas les seuls à avoir ce travail dans le système. D'accord. Suffisamment nombreux pour que ça marche. Mhm. On est aidé. D'accord. Vous êtes aidé par qui? D'autres habitants, Mhm. d'autres endroits du système, D'accord. D'autres civilisations. le même travail que nous. D'accord. Oui, tout à fait. On est nombreux. Combien êtes-vous de Pléiadiens, approximativement? Beaucoup. Mais c'est-à-dire, c'est des milliers, des centaines de milliers, des millions? 1000 et quelques, je pense. D'accord. Ça se compte en 1000. En milliers. D'accord. Moi, j'aimerais savoir maintenant quelle information tu as, toi, précisément, sur la planète Terre. Je gère ce qui touche à la vie. Tu? Je gère ce qui touche à la vie. La naissance des hommes, la naissance des arbres, la naissance des animaux, D'accord. l'entretien de la vie sur Terre.
Ok, comment t'y prends-tu pour faire ça? avec l'énergie. D'accord, C'est la base de tout. ok. L'énergie vitale. Ah, c'est ça. Donc comment dire, On est des créateurs. ouais. Tu vérifies qu'il y ait toujours suffisamment d'énergie vitale pour que la vie puisse se perpétuer sur Terre, en quelque sorte. C'est pas moi qui m'occupe de vérifier. Ça, c'est d'autres D'accord. pléiades. Donc toi, Moi, je tu m'occupe apportes cette d'envoyer. énergie, t'envoies l'énergie. D'accord. Ok. Oui. Très bien. Ok. Mais est-ce que tu envoies indistinctement l'énergie, par exemple, pour les plantes, pour les animaux, pour les Ah êtres non, humains, je ou sais est-ce quand que... je dois envoyer. On me le dit. Je D'accord. reçois Mais à chaque fois, l'information. l'énergie, elle est envoyée pour une cible, enfin, entre guillemets, mais Oui, pour une tout à fait. destination précise. D'accord. Oui. Ok. Ah oui, donc ça doit être un énorme travail à chaque On est fois. plusieurs. Oui, oui, je comprends, mais quand même. Euh, Alors, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est si tu es au courant de la situation qui se passe sur Terre en ce moment. Qui ne l'est pas. Bah, je sais pas, je ne sais pas si ça dépasse les limites de de notre Bah Terre oui, ou pas. Oui, parce que ça met tout le monde en danger. ça met tout le monde en danger, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement? Moi, j'en pense que si jamais sur Terre, les mauvaises personnes gagnent, alors ça créera un déséquilibre total dans tout le système, que même avec toute la bonne volonté, on aura beaucoup de mal à Mais combler. d'accord, mais ce déséquilibre, il n'existe pas déjà? Non, Non? non, ils sont encore pas assez puissants. Pas encore. D'accord. Mais moi, j'avais cru comprendre en fait que justement, actuellement, ils étaient quand même Ils sont en train de présents, c'est s'affaiblir, certain. en train de s'affaiblir. Oui, Euh, bien sûr, oui, bien sûr. Mais il y a quand même une présence, si tu veux. oui. Ils sont quand même là. Ils sont quand même là et ils font quand même des dégâts malgré le fait qu'ils soient de moins en moins nombreux. Mhm. Donc le danger reste réel aujourd'hui. Est-ce que vous, en tant que Pléiadien, vous pouvez avoir une influence d'une quelconque manière, ou est-ce que vous incitez, enfin, est-ce que vous soutenez, entre guillemets, en dehors du fait d'envoyer de l'énergie, les êtres humains, enfin, est-ce que vous participez d'une manière ou d'une autre dans ce combat, entre guillemets, enfin, dans ce... Si tu veux, nous on est bien au-dessus de tout ça. Bien au-dessus, énergiquement parlant. Énergiquement parlant. Du coup, Mhm. oui, on est ouvert si jamais les humains ont besoin d'aide, oui, on est là. Simplement, ils sont très peu à faire la démarche de venir nous chercher. Mhm. Ils sont Mais très peu à pas être enfermés. Mais dans notre travail quotidien, si on continue d'envoyer de l'énergie, c'est bien pour ne pas lâcher l'affaire. mhm. Après, les êtres humains, certains ont peur de demander justement de l'aide parce que ils ont peur, s'ils demandent de l'aide, que ce ne soient pas les bonnes personnes qui se présentent. Non, mais vous avez bien les méthodes pour vérifier que c'est bien nous. Mhm. Oui, mais tout le monde ne les a pas. Enfin, il y a des gens qui ignorent ces méthodes. Il y a des gens qui appellent des présences angéliques ou des présences, tu vois, Oui, je sais. bénéfiques, des anges gardiens, des choses comme ça. Et en fait, ça va être d'autres êtres qui vont se présenter et du coup qui vont leur nuire. Donc il y a beaucoup de gens qui se méfient de ça. Et on ne sait plus trop à quel saint se vouer, comme on dit. Oui, faut être prudent. Il faut être prudent, ouais. Mhm. Et on n'est pas forcément informé de votre rôle non plus. Je pense qu'on n'a pas souhaité être sous les projecteurs. Mhm. Et on ne le souhaite toujours pas aujourd'hui. Et c'est notre discrétion qui a tant fait rêver les humains, je pense aussi. Mm. Au D'accord. même titre que tous les autres habitants du système. Mhm. Est-ce que tu sais s'il y a des anciens habitants des Pléiades qui sont venus s'incarner sur Terre à un Il y moment en a ou à un autre? beaucoup. Il y en a beaucoup, à travers les temps, depuis toujours? Oui, Oui.
C'est drôle. C'est drôle, on fait l'expérience terrestre, puis on retourne un peu à notre travail. Après, vous retournez. Mais on n'a pas le choix, il faut bien que l'équilibre se maintienne. Parce que chez vous, il n'y a pas de nouvelles âmes qui... Enfin, il n'y a pas de... Si, il y Comment en a ça aussi des amis il y en a... d'autres planètes qui viennent s'incarner chez nous, on fait des échanges. Oui, Il faut bien qu'on tourne un peu, sinon on s'ennuie. c'est ça. Ok. Et par curiosité, est-ce que il y aurait quelqu'un qui serait un pléiadien, qui serait une personne connue, par exemple, que tu pourrais me citer, qui serait un ancien pléiadien Une actuellement? personne connue. Oui, par exemple. Une personne connue, non. Non. Ok. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit qui Mais est-ce que ça peut arriver qu'il y en ait? est de nature discrète quand même. D'accord. Est-ce que euh, tu peux regarder te connecter à un pléiadien qui vit actuellement sur Terre et me dire comment tu l'observes et tu me décris qu'est-ce qu'il fait sur Terre, comment il va participer, qu'est-ce que le fait d'être pléiadien va changer dans sa vie par rapport à un autre terrien, quoi, un autre humain. Si tu veux, j'ai pas assez observé les humains pour savoir comment ils Mm. vivent leur vie d'humain. Ce que je peux te dire, c'est que celui que je regarde en ce moment est en apparence assez heureux, Ouais. puis se rend compte quand il est seul qu'il a un creux quand même. C'est quelqu'un qui a une grande attirance pour tout ce qui touche à la spiritualité. Mhm. Très, oui, quelqu'un de très, très spirituel, avec un grand cœur, on dirait. Très grand D'accord. cœur. Mhm. Mais il a comme une petite part de son âme qui n'est pas satisfaite, on dirait. Une petite part De son âme de son qui âme qui n'est pas satisfaite. D'accord. est un peu triste peut-être. D'accord. Mhm. Qu'est-ce qui le rend triste? C'est lié à quoi cette tristesse? Je pense qu'il n'éprouve pas le même amour sur Terre que celui qu'on a chez nous. Très bien. Alors, laisse-le, déconnecte-toi de lui. Et j'aimerais bien que tu reviennes sur ça. C'est comment l'amour que vous avez chez vous? Ah bah c'est tout. Tout est fondé dessus. On ne connaît pas tout ce que vous connaissez sur Terre. On connaît pas les fréquences basses. Mhm. Nous, l'amour, si tu veux, c'est l'équivalent de votre oxygène à vous. C'est ce qu'on a partout autour de nous. On connaît que ça, si tu veux. Mhm. Et ça nous va bien. Ok. Très bien. Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose aux terriens qui t'écoutent? Pas spécialement, mais si tu veux, je peux dire des choses. Il y a peut-être une chose aussi Mhm. que j'aimerais dire, c'est qu'il serait bon d'arrêter d'affabuler sur nous, à vrai dire, et de se concentrer sur l'essentiel en ce moment, parce que nous, on s'en tirera toujours quelque part s'il y a un problème. Mhm. Parce qu'on a la puissance nécessaire pour recréer, si tu veux, Mhm. tous les dégâts qui seraient faits. Mais il y en a qui s'en tireraient pas comme ça. Alors ça serait bien de se concentrer sur l'essentiel, de faire les bons choix maintenant, pendant que c'est encore possible, et d'arrêter de se réfugier dans un imaginaire. Quand tu parles de dégâts, tu penses à quoi plus précisément? Si jamais c'est des fréquences basses qui venaient à régner sur la Terre, tu vois, si les gens étaient emprisonnés là-dedans, ça serait terrible parce que le système ne peut pas fonctionner comme ça. On est dans un système d'amour et de lumière à la base. C'est comme ça qu'on a été, Mhm. que tout a commencé. Alors si quelque chose de sombre
venait à prendre ne serait-ce qu'une infime part du système, ce serait tout un équilibre de détruit et pas rattrapable, pas de sitôt. D'accord. Ce serait... Je dirais pas qu'ils auraient les moyens d'arriver jusqu'à chez nous, je pense pas. Parce qu'ils sont trop bas et nous on est trop haut par rapport à eux en termes de dimension. Ce sont pas des gens qui... Si tu veux, eux ils n'ont pas accès à nous en ce moment. On n'est pas en danger nous, par contre vous l'êtes. On entend parfois que le mal n'existe pas, que ce n'est qu'une absence de lumière. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'à la base, le mal n'existait pas. Je pense qu'à la base, à l'origine, à la création, le mal n'existait pas. Non. Je pense qu'il est arrivé petit à petit par manque d'attention et que les choses ont fait que maintenant il s'est renforcé, il s'est installé au fur et à mesure. Il s'est installé au fur et à mesure, il s'est renforcé, c'est devenu... Il y a eu un mot pour le désigner. C'est devenu quelque chose qui fait partie de la vie. Et jusqu'au jour où des gens ont décidé même de le servir, et c'est là où c'est devenu quelque chose de vraiment trop important. Très bien. Eh bien, je te remercie beaucoup, Aïe, pour cet échange. Je te laisse retourner à ton travail, à ton activité. Laisse-moi avec Diane. Diane, tu te déconnectes. Tu te déconnectes. Tu prends une grande respiration, complètement déconnectée. Tu reviens complètement à toi, à tes propres fréquences. Comment tu te sens? Fatiguée. Fatiguée? D'accord. Ça Comment va, tu te ouais. sentais quand tu canalisais ce pléiadien? Très zen. C'est vrai? Super. Ouais, très zen. Ouais. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, on va en rester là. D'accord? Parce que je n'ai plus de questions. Sauf si toi, tu as quelque chose à rajouter. Non. Très bien. Ok, alors Diane, tu vas te déconnecter complètement de tout et de tous. Je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, tu seras revenu avec moi complètement réveillé. À mon 1, tu te déconnectes totalement de cet espace. Et tu reviens dans ton espace à toi. Tu reviens sur Terre. 2, tu commences à sentir ton corps, tu sens tes fréquences dans ton corps. Et tu élèves tes fréquences pour retrouver ta propre énergie. Une émotion qui te convient dans ton corps. 3, tu peux commencer à sentir ton corps qui devient de plus en plus léger. Et en même temps, c'est très agréable. Tu te sens parfaitement détendu et très confortable dans toutes les parties de ton corps. 4, tu te sens relaxé et en même temps pleine d'énergie, pleine de force et très détendu. Tu peux commencer à bouger tes bras et tes jambes, à remettre en mouvement ta nuque, bouger ta tête. Et 5, tu peux ouvrir tes yeux, parfaitement réveillé. Et revenu avec moi. Ça va ?
Ça va. Très bien. Au revoir, Diane. Au À revoir. bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi
quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte
tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi.
che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.